Kylian, c'est le moment où je tente de te présenter. T'es prêt? Allez, vas-y, avec plaisir. Alors, attends, je te mets un peu plus grand. Alors, j'ai 2 façons de parler de toi, je pense. La première, c'est la façon un peu conventionnelle. Tu as commencé, comme entrepreneur sur différents projets, notamment un projet de création de barres de céréales. Tu nous en parleras un petit peu plus tard. Je trouve que l'anecdote est intéressante. Pour ensuite intégrer, l'équipe de Live Mentor. Tu as été le bras droit du boss, dont j'ai oublié le nom, pendant un bon moment. En parallèle, tu as créé le podcast Inspiration créative. Toutes les références qu'on donne pendant l'apéro, je vous les renverrai après. Si vous ne pensez pas à noter, voilà, Alexandre Nana, pourquoi j'ai oublié son nom? Donc, toutes tes références, je vous enverrai, le lien vers le podcast, tout ça. Donc, tu as créé le podcast Inspiration créative. En parallèle de Live Mentor, tu as commencé à... Non, après Live Mentor, tu as créé une communauté d'entrepreneurs qui s'appelle maintenant Anti-Business Club, dont j'aurais 1000 choses à dire, mais on en parlera plus tard et c'est surtout toi qui en parleras. Tu es connu pour faire des projets que je trouve fous et audacieux, et c'est pour ça, c'est parce qu'ils sont fous et audacieux et aussi très intelligents que ça marche. Le sujet principal ici, ça va être l'audace. Tu as écrit un livre. Mince, j'ai rangé ma bibliothèque. J'ai montré ton livre. Et voilà, présentation ratée, j'ai présenté ton livre hier. Si quelqu'un là, qu'il aille le chercher, tu as écrit un livre qui s'appelle Écrire de la merde avec style. Est-ce que c'est le titre exact? Quasiment, c'est pas mal, c'est pas mal. Écrire de la merde avec style. Pour expliquer Voilà, pourquoi et le défendre aussi, ce titre original. voilà, quand on parle d'audace, on est pas mal. Et tu as eu le rêve d'aller encore plus loin pour accompagner les entrepreneurs freelance. C'était celui de créer un village de créateurs. C'était un rêve qui est devenu une réalité parce que tu es en ce moment dans ce village. Tu as monté une grange, il s'y passe des réunions et des rencontres de dingue. Voilà pour le parcours. Tu me diras après si tu veux corriger ou s'il y a des choses à compliquer. Donc ça, on dirait une secte. Ah oui, oui. Attends, c'est toi qui dis. Ouais. Je disais la grange où il se passe des trucs chelous et tout. C'est pas une secte, c'est pas une secte. Non, du tout. Alors, du coup, ça fait une belle transition sur l'autre façon que j'ai de parler de toi. Je trouve ça toujours compliqué de parler de toi et de dire les belles choses que je pense de toi et l'impact que tu as eu sur mon activité sans que ça passe. J'ai pas envie de te décrire du tout comme un gourou. Je déteste cette approche, mais pourtant les résultats sont là. C'est que je pense en toute sincérité que y a des rencontres qui marquent un avant, un après, et tu as clairement été cette rencontre. Tu as eu un impact de dingue sur mon business et du coup sur ma vie. Voilà. Si je suis bien entourée maintenant, c'est grâce à toi. Si j'ai tenté plein de choses, ça vient de cette rencontre et de tout ce qui a découlé de ça. Et c'est pour ça que quand j'ai publié sur les réseaux le fait que cet apéro avait un goût particulier pour moi, c'est que ben voilà, tu es à l'origine de tellement de choses là-dedans, que c'est pour ça que j'ai mis du temps aussi à t'inviter. Je m'étais mis une petite pression. Donc, que dire de plus? Je t'ai rencontré il y a 4 ans, j'ai intégré cette communauté. Tu es mon coach depuis 2 ans, et tout ce que tu m'inspirais, que tu inspires à d'autres gens, et ben, je trouvais ça super intéressant qu'on en parle ici et qu'on parle d'audace. J'ai l'impression de partir un peu dans tous les sens. Je m'arrête là. Est-ce qu'il y a des choses à compléter ou à corriger qui viennent? Non, c'est très très bien. Juste, je sais pas je pense que je suis pas le seul et c'est assez humain, mais quand on envoie une salve de compliments, bah, ça fait toujours drôle et ça fait toujours plaisir. Donc, merci pour ça. On pourra en parler aussi, mais je me vois pas du tout comme un gourou non plus. Donc, je suis content que tu n'aies pas utilisé ce mot-là parce que je pense que j'ai une approche des choses qui est quelque chose que je propose, qui n'est pas du tout une certitude. Et donc, c'est cool aussi de venir sur les apéros ici pour proposer une réalité du monde qui est la mienne à l'instant T.
Et il y en a d'autres, de plein d'autres personnes magnifiques, dont Stéphanie et dont les 15 autres personnes qui sont autour de la table, autour de vous ici. Et voilà, très content d'être là et merci pour cette belle intro, Stéphanie. Et je sens qu'on va discuter de plein de choses très chouettes. Et puis peut-être juste pour le dire, je pense que tu le diras aussi, j'adore les moments interactifs. Si vous avez des choses qui vous déclenchent, qui vous questionnent, qui vous donnent envie de lever la main ou qui vous font battre le cœur parce que vous avez peur de lever la main, n'hésitez pas à le faire pendant l'heure qui vient. Je serais ravi d'être là pour venir écouter et puis répondre. Voilà. C'est un super rappel que tu fais, je le lis à chaque fois, mais si je limite le nombre de places, c'est pour que ce soit une grande discussion. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une question, vous prenez la parole, et sinon, vous pouvez mettre dans le chat et on vous donne la parole aussitôt après. C'est vraiment une grande discussion. Si tu veux bien, Kylian, est-ce que tu peux compléter un peu ce que j'ai dit sur ton parcours en expliquant, quand on parlait d'audace, pour moi, c'est vraiment ce qui te démarque. Ce que ça fait partie de ton ADN, c'est ce que tu inspires aussi aux gens. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Ouais, avec plaisir. Je pense qu'il y a plein de choses qui pourraient répondre à cette question. J'ai l'impression en tout cas qu'on est dans un monde où l'audace, c'est l'une des plus belles choses à entretenir et à cultiver parce que ça nous permet de nous distinguer et de faire des choses qui nous animent et qui sont souvent des choses qui résonnent très fort en nous et qui nous font nous rendre vivants. Je me rends compte, moi, plus le temps passe, que ce que je fais dans ma vie, je me suis pas mal intéressé à la créativité, à l'entrepreneuriat, aux communautés, à l'entourage, qui sont des choses qui sont hyper importantes pour moi. Et en fait, je me rends compte que toutes ces choses-là, c'est souvent des véhicules vers les choses qui nous rendent vivants. Quand on crée un projet de toute pièce, on se sent souvent profondément vivant. C'est un peu peut-être bizarre de dire se sentir vivant, on est tous vivants, mais il y a des moments dans nos vies où on est un peu plus zombie, un peu plus dans la brume, un peu plus à suivre le cours des choses sans trop savoir ce qu'on fait. Il y a des moments où on est profondément alerte, où on est profondément les yeux ouverts, où on a l'impression que ça pulse en nous. Et en fait, je me rends compte que tout ce que je fais, c'est souvent une manière de connecter aussi au vivant et d'aider les autres à se connecter à ça. Donc, c'est peut-être un peu deep pour lancer la conversation, mais bon, je vous partage quand même ça. Et en fait, l'audace, c'est un petit peu une caractéristique, une qualité, je ne sais pas trop comment on pourrait le décrire, mais en tout cas, une logique de vie qui nous encourage à aussi nous connecter à ce qui nous rend vivants. Parce que quand on est audacieux, c'est souvent qu'on autorise les choses qui font battre notre cœur au fond de nous, mais qui nous terrifient aussi par certains côtés. C'est aussi mettre une touche d'épices, de saveur dans nos projets, qui vient soit nous amuser, soit amener des choses un peu différentes. Et puis ça rend un peu tout notre parcours, tout ce qu'on fait, un petit peu plus remarquable. Je parle souvent de ça et c'est des choses que j'ai lues aussi qui me parlent beaucoup. C'est être remarquable, c'est pas quelque chose de d'autant et de pédant. C'est plus quelque chose, faire des choses qui méritent l'attention des autres parce qu'on va pouvoir les servir, leur apporter quelque chose, qui se souviennent de nous et qu'à travers ce qui se passe dans cette relation-là, il y a des choses qui les fassent avancer, bouger, échanger. Et du coup, je dirais pas que c'est quelque chose qui est inné chez moi, mais c'est quelque chose qui s'est petit à petit ouvert dans mes différents projets. Ça a commencé avec des trucs qu'on floppé. Je pourrais raconter à l'occasion, si tu veux, cette histoire des barres de céréales que tu as sorti de je ne sais où, parce que j'en ai pas dû en parler souvent. Et c'était un de mes premiers projets qui était à côté de la plaque, mais qui était sans doute un petit peu audacieux aussi, mais qui n'a pas du tout marché. J'en reparlerai si tu veux après. Et ça a continué avec des initiatives, on va dire peut-être plus communautaires, marketing, en tout cas pour rassembler les gens. J'avais fait un premier truc pendant le confinement qui s'appelait l'Atelier des Fous. À l'époque, ça n'existait pas les petites salles sur Zoom, et on s'était rassemblés pour discuter, s'entraider en plein confinement. C'était hyper chouette. Et on était 300 passionnés, 300 entrepreneurs, 300 créateurs et freelance sur un Zoom pendant 1h30. C'était fabuleux. Et puis j'ai toujours remarqué que quand on arrivait à être audacieux, c'est ce qui nous permettait aussi de fédérer à partir de nos propres valeurs, de rassembler, d'emmener et petit à petit d'ouvrir nos ailes, tu vois, dans les projets qui sont importants pour nous, avec des choses qui peuvent parfois nous mettre la pression, mais qui permettent, quand on est audacieux aussi, de lever une sorte d'étendard, tu vois, et de dire, je pense qu'il y a une belle direction dans ce sens-là. Je pense que j'ai envie d'aider les gens à aller vers ici. Je pense que je peux apporter ces choses-là au monde. Suivez-moi là-dedans.
Donc l'audace, c'est aussi un vrai acte de leadership. Et je le vois dans certains projets qui étaient peut-être un peu audacieux, comme des choses qu'on a pu organiser avec Valentin, comme le défi brique, pour ceux qui ont connu, qui était un challenge de création. Bon, c'était assez bizarre comme truc, je pourrais le détailler aussi, mais c'était vraiment cette idée de se dire tous les jours, on va publier et produire et publier quelque chose sur Internet pour pouvoir s'habituer à prendre l'habitude de... On ne connaît pas ici le défi brique. En gros, c'est réunir des gens sur un mois pour publier tous les jours et oser justement avoir l'audace de publier tous les jours sur les réseaux et de s'afficher et d'amener ça de façon ludique. Ouais. Parce que ce que je remarque dans ce que tu dis sur l'audace, c'est qu'il y a deux choses que je trouve essentielles. Il y a le fait d'être remarquable et remarqué, et il y a le fait de s'amuser, en fait. Là où ce que je trouve hyper important, parce que tous les graphistes que nous sommes ici, généralement, le fait, on adore notre métier, mais le fait de se rendre remarquable, visible, ça sonne pas avec du fun, généralement. D'où pour moi l'importance du sujet. Et le défi brique, c'était génial parce que tu as permis à des gens de sortir de leur zone de confort, de se rendre visible, voire même de trouver des clients dans un contexte où c'était fun. C'est exactement ça. Et avec vraiment cette idée d'arrêter d'avoir peur chacun dans son coin et de prendre la parole tous ensemble pour oser le faire et pas trop se poser de questions. Là où parfois on doute beaucoup aussi chacun de notre côté. Et si je fais un dernier parallèle peut-être dans mon parcours, peut-être le dernier élan d'audace que j'ai eu, c'est de construire cet endroit qu'on est en train de faire avec Laetitia qui s'appelle la Maison des Créateurs. 16 refus de banque, c'est ça? Ouais, je pourrais raconter un petit peu l'histoire si tu veux, mais ce que je vois, donc on est en train de construire une sorte de petit paradis dans la nature qui fait à peu près 3 hectares, où on essaie d'accueillir des gens qui sont créatifs, entrepreneurs, qui ont envie de sortir de la solitude, qui ont envie de s'entraider. Et on essaie d'y organiser des choses chouettes, nous ou d'autres personnes d'ailleurs, pour permettre à chacun de se rencontrer, de travailler, de se ressourcer. Et en fait, le parallèle que ça m'amenait sur l'audace, c'est que l'audace, elle se trouve toujours à la frontière. C'est-à-dire que quand on essaie d'être audacieux, on explore aussi des chemins que d'autres n'ont pas forcément explorés. Comme si on dessinait un endroit de la carte qui était un petit peu moins dessiné. Il y a des endroits qui sont très fréquents. Si vous publiez sur LinkedIn, d'autres gens ont publié sur LinkedIn avant vous. Si vous décidez d'ouvrir un compte Instagram, d'autres personnes ont créé un compte Instagram. Si vous faites un défi brique ou une marque de barre de céréales ou un projet qui vous tient à cœur et qui touche un petit peu à quelque chose qui vibre profondément de vous ou une maison des créateurs, c'est moins évident. Ça a été moins dessiné, il y a moins de gens qui sont passés par là et donc ça demande de plus être à la frontière, explorer les choses et du coup ramener aussi et découvrir des choses que moins de gens ont découvert. Et ça, c'est chouette aussi et c'est aussi en ça que l'audace intrigue. C'est que l'audace, c'est aussi explorer les frontières que moins de gens ont explorées. C'est pour ça qu'on est fasciné aussi par les explorateurs qui font des expéditions. La première fois que quelqu'un est allé en Amérique, quand il est revenu, les gens lui ont demandé alors, qu'est-ce que tu as découvert ? Et je pense que c'est ça aussi, l'audace. C'est oser se lancer dans des explorations qui nous parlent, qui nous touchent, qui correspondent à notre ADN et ramener ce qu'on découvre de tout ça, quoi. Voilà. Je pourrais raconter plein de choses là-dessus, mais je te donne des petits fils rouges liés à mon parcours sur l'audace. C'est top. En parlant d'audace, moi, je reviens au titre de ton livre. Publier de la merde avec style. À quel moment quelqu'un se dit je vais mettre ce titre-là? Alors, je trouve ça hyper gonflé, c'est ça qui est génial. Mais pour moi, c'est l'exemple même de l'audace. D'ailleurs, je vous recommande le livre. Il y a des gens qui demandent dans le chat s'il est encore disponible quelque part parce qu'il a l'air épuisé. Ouais, on l'a sorti ces derniers jours d'Amazon parce qu'on est en train de faire un petit changement de logisticien et on rapatrie en ce moment les livres chez nous. Donc, il est disponible. Je vais pouvoir trouver un petit lien, mais sur notre site, tu peux l'acheter. Je l'expédierai même parce qu'il arrive chez nous. Je vais essayer de te retrouver ça et de le mettre dans le chat. Pour raconter juste la petite histoire sur ça. Avec l'éditeur qui a lâché. Exactement. En fait, c'est un livre qu'on a écrit à 2 avec Valentin Descartes, avec qui on a organisé le défi brique. Et en fait, notre postulat, c'est que pour devenir bon et progresser, il faut d'abord accepter de passer par une phase où ce qu'on fait est moyen. Et répéter ce moyen-là, cette médiocrité-là, qui est OK, je dis ça avec aucun aspect négatif, mais vraiment se dire, pour devenir bon et excellent dans ce qu'on fait, il faut commencer aussi par accepter d'être moyen pour s'autoriser à répéter, progresser et avancer. Et c'est toute la logique du livre de se dire, en fait, pour réussir à faire des choses qui sont
remarquables, qui sont intéressantes, qui sont utiles, qui peuvent servir les autres, bah, la première étape, c'est d'accepter d'être plutôt mauvais, puis un petit peu bon, puis très bon, puis excellent, puis remarquable. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de transmettre dans ce livre-là, c'est de se dire, ben, tout passe par là. Et en fait, le premier pas, il est peut-être juste d'accepter que ben, aujourd'hui, vous n'êtes pas encore au top, mais c'est pas grave. Pratiquer, progresser, et il y a beaucoup de logique qu'on a essayé de faire là-dessus. Et en fait, quand on devait écrire ce livre, Erol nous avait contactés pour le publier, et on avait super avancé avec eux. On avait signé un contrat d'édition assez classique, avec des droits, des sessions de droits, etc. Et puis, on savait les grandes lignes, on savait ce que c'était, et le contenu, ils étaient d'accord avec tout ce dont on avait parlé, et c'est pas quelque chose de provocateur. Il y a plein de choses super intéressantes, mais c'est plutôt des réflexions profondes. Chaque page peut vraiment amener une prise de conscience ou un petit déclic. Voilà, il y a plein de chapitres. Tu fais des doubles pages, Hello, tu l'as dans la main. Parce que c'est un livre que je recommande à chaque fois parce que c'est à chaque fois très pertinent. C'est pas un pavé monumental à lire. À chaque fois, c'est une page avec un truc de très concret. Et voilà, c'est le titre qui accroche particulièrement, mais l'intérieur est posé avec la petite dose d'humour qui va bien, mais on est sur quelque chose de très très accessible et qui est intemporel, je trouve. Ouais, tout à fait. C'est pas un livre de tactique ou de stratégie, c'est plus un livre de réflexion profonde et de principes de vie, de principes de création, de principes de développement d'activité, qu'on aurait voulu connaître aussi nous et enregistrer plus tôt. Donc c'est plutôt un livre qui va bouger des choses dans votre tête, et du coup on pense que ça a un pouvoir aussi avec Valentin plus profond que simplement vous dire faites ci, publier sur Instagram, qui sont des trucs un peu bateaux et qui nous intéressent moins. Et du coup en fait on devait publier le livre avec eux, et on voulait créer un livre qui était audacieux aussi, dans son format, dans son approche, dans sa mise en page, dans son contenu. Et donc, on avait imaginé quelques titres, et ça tournait tous autour de accepter d'être nul ou accepter de faire de la merde pour devenir bon, quelque chose comme ça. Enfin, on n'avait pas forcément le titre final. Et Erol, en fait, a commencé à se braquer sur ça, parce qu'ils aimaient pas qu'il y ait le titre merde dedans. Le mot merde, qui, bon, certes, il est un peu grossier, mais pour nous, il symbolisait vraiment cet état d'acceptation pour pouvoir ensuite progresser et s'autoriser à être meilleur. Et puis, c'est intéressant, en fait. Bah ouais, et pour nous, sur un livre qui allait parler aussi d'audace, on voulait pas se contenter d'un 14 sur 20. Et donc, on était pas figé sur le titre, mais en tout cas, on voulait qu'il soit quand même punchy. Et eux voulaient pas du tout. Ils ont fini par nous mettre un gros veto là-dessus. Plus, ils nous proposaient des couvertures qui étaient immondes. Vraiment, vous imaginez pas le niveau de. Je suis content qu'il y ait d'autres graphistes extérieurs à Erol comme vous qui se battent pour faire du bon graphisme. Donc, c'était pas top. Et du coup, à un moment, on leur a dit, franchement, on est prêt à faire des efforts, mais là, il n'y en a pas de votre côté, donc dites-nous, mais avec beaucoup de respect, si ça ne vous va pas, on ira le faire de notre côté, quoi. Et ils ont dit, pas de souci, allez le faire de votre côté. On a dit d'accord. Et du coup, après, on allait le publier, et on a fait un truc chouette, et on est super content des retours qu'on a dessus, parce que y a plein de gens qui me disent à quel point, certes, sur un livre de 200 pages, il ne va pas y avoir chaque page qui va te parler, mais on sait que si à travers 5-6 trucs, il y a des graines qui se plantent dans ta tête, qui se cultivent et qui viennent s'arroser au fil du temps, alors ça amène des belles choses qui peuvent éclore sur des beaux projets aussi. Je cherche le lien en même temps que je parle. J'arrive pas à faire deux choses en même temps, mais je vais vous envoyer un petit lien dans quelques secondes. Un petit truc à ajouter, tu vas pouvoir prendre le lien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite du livre, parce que je vois bien quand on bosse ensemble ou les échanges qu'il y a dans la communauté, dans l'Anti-Business Club, à chaque fois qu'il y a une chouette idée, tu es toujours en train de creuser sur quel est le truc en plus. Donc, ce que tu t'appliques à toi et t'incites les autres à faire. Quel est le petit truc en plus, le petit pas qui va faire que ça va changer. Et là où, encore une fois, quand on est graphiste, qu'on se lance à son compte, et on fait la base, c'est-à-dire on fait son site internet, on fait sa carte de visite, on se présente et tout ça, mais ce petit pas de côté, on nous a tellement appris à rester dans les cases qu'il n'est pas évident. Et toi, du coup, tu fais ce livre avec Valentin, avec ce titre qui sort clairement des clous. Et tu aurais pu t'arrêter là. Et non, tu t'es dit, c'est trop facile. Si je me faisais un Tour de France. Ah oui. Ouais, pour la sortie du livre, on s'est dit que ce serait super chouette d'aller parcourir la France et de vous rencontrer un peu partout. Donc, on n'est pas venu à Caen, malheureusement. Je sens beaucoup de poids sur mes épaules depuis que j'ai fait ce choix-là. Mais c'était super chouette. Et en fait, c'était aussi une manière de se démarquer et d'aller à la rencontre des gens qui
qui nous suivent et qui aimaient l'aventure qu'on était en train de construire avec le défi brique avec Valentin. Et donc, on s'est rendu en 10 jours, on avait customisé un van, et pendant 10 jours, on avait été dans 10 villes en France. On avait fait un van tout coloré avec des petites briques un peu partout. Enfin, c'était assez fun. Et l'idée, c'était vraiment de se dire, on va dans chaque ville, on propose un temps qui est un temps à la fois de conférence et de rencontre, pour que les gens puissent se connecter, échanger, s'entourer, s'épauler, et puis peut-être apprendre des choses aussi à nos côtés avec Valentin. Et puis, on en a profité aussi pour dire, voilà, c'est la sortie du livre. Si certains ont envie de le découvrir, d'en profiter ou de nous remercier pour cette soirée-là, vous pouvez venir le découvrir, l'acheter et puis le ramener chez vous. Donc, il y en a quelques-unes d'entre vous qui sont repartis avec, je vois ça, donc c'est super chouette. Et tu parlais de comment titiller l'audace et comment la développer. Un truc que je voulais vous partager là-dessus, c'est que l'audace, c'est pas quelque chose qui est inné, mais ça peut vraiment se développer, et c'est partir de l'état dans lequel on est aujourd'hui et se dire qu'est-ce que j'ai envie de mener comme exploration aujourd'hui audacieuse dans ma vie. Et ça veut pas dire aller contacter Barack Obama. Moi-même, je n'irai pas le contacter à l'instant T. Mais par contre, c'est se dire voilà, ça ressemble à quoi mon niveau d'audace, mon mouvement d'audace, mon exploration aujourd'hui qui peut être intéressante, un projet de cœur que j'ai besoin de mener qui est important pour moi, qui est important pour les autres, qui est important pour le monde, parce que je considère que c'est à cet endroit-là que j'ai envie d'explorer la frontière. Et ce qui va se passer en fait à ce moment-là, et je pense que c'est quelque chose que vous pouvez tous titiller, et je veux être le premier à vous encourager à le faire, c'est que quand vous allez réaliser cette chose-là, le mettre dans la matière, ce podcast que j'ai toujours voulu lancer, cette série d'interviews que j'ai toujours voulu faire, ce projet de cœur que j'ai toujours eu envie de créer de mes mains, etc., cette manière de prospecter que je me suis toujours dit que j'allais essayer de le faire et voir ce que ça donne, tout ça, c'est des mouvements d'audace, il y en a plein d'autres. Quand vous allez le faire, et vous allez le mettre dans le monde, ce qui va se passer en général, c'est que vous êtes là, vous allez avancer quelque part avec votre mouvement d'audace, et en fait, ce petit pas-là va ouvrir tout un champ autour de vous que vous n'aviez pas imaginé exister parce que vous étiez encore en dehors, parce que vous n'aviez pas fait votre mouvement d'audace. Et le fait de mettre la tête dedans, vous allez ouvrir un univers, un champ de perspective qui est totalement différent. Ça paraît peut-être un peu chelou quand je le raconte comme ça, mais j'aurais jamais fait un tour de France comme je vous le racontais là il y a quelques années. J'aurais jamais construit la Maison des Créateurs il y a quelques années. Et pourquoi la Maison des Créateurs existe? Parce qu'à un moment, on s'est dit qu'on pourrait faire un week-end entre les membres de l'ABC, de l'Anti-Business Club, et c'était trop chouette, et les gens ont dit « Ah, ce serait super chouette ». Et avant, je me suis dit « Ah, on pourrait peut-être faire un apéro ». Ça se trouve, Stéphanie, c'est les apéros ici, c'est l'avant-goût d'un futur projet. On ne sait pas. Par contre, prendre les devants et essayer de mettre dans le monde quelque chose qui nous paraît important avec notre niveau d'audace, à chaque fois, ça repousse quelque chose, ça ouvre un champ que vous n'imaginez pas encore et qui vous permet de le faire ensuite. Et ça, c'est quelque chose de super important, je pense. C'est Pénélope Bagieux qui m'avait partagé ça quand je l'avais interviewée sur le podcast Inspiration Créative. Elle m'avait dit chaque nouveau projet que l'on porte et que l'on met dans le monde ouvre derrière des portes qu'on n'avait pas imaginées et qui nous permettent ensuite de réaliser des choses qu'on n'aurait pas imaginées avant être capable de faire. Et je pense que c'est vraiment un truc qui est important à garder en tête. C'est pas se comparer à l'audace des autres, c'est se dire qu'est-ce qui à l'instant T serait audacieux pour moi et est-ce que je peux aller le mettre dans le monde dans les prochains temps pour voir ce qui se passe ensuite. Stéphanie, quand elle fait, je ne sais pas si vous avez suivi l'aventure Pixel, mais quand elle fait ça, typiquement, c'est un projet audacieux. Elle ne sait pas ce que ça va donner, mais quand elle sort Pixel, il y a tout un monde qui s'ouvre. Soit des nouvelles missions qui viennent à elle, soit l'opportunité d'en faire un numéro 2, soit l'opportunité de faire un événement physique autour de Pixel pour rassembler tous les gens qui l'ont reçu, soit et 1 milliard de possibilités. Ensuite, en tant que leader, c'est elle qui choisit où elle va et ce qu'elle en fait et ce qui lui paraît pertinent à l'instant T. Mais par contre, elle ne peut pas envisager ça avant d'avoir sorti Pixel et de voir ensuite le monde qui s'ouvre à elle. Et je pense que c'est un truc vraiment important de se dire, voilà, où est-ce que j'ai envie de mener mon mouvement d'audace, mon exploration? Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui touche à mes valeurs? Qu'est-ce qui touche à la vision que j'ai du monde? Qu'est-ce qui est important pour moi et pour le monde, que je considère important, et comment je peux y aller ensuite à fond et voir ce qui se passe. Il y a un truc qui est ultra intéressant qui peut passer pour un détail, c'est que tu as mentionné tout à l'heure que tout ça, tout ce que tu fais là, que tu n'avais pas été inné, que tu étais passé par des phases avec des projets qui ne marchaient pas, parce que tu vois, quand on t'entend parler d'audace d'entrepreneuriat, tu as fait ton livre, tu as ton village de créateurs, tu es un entrepreneur accompli et peut y avoir cette impression de décalage avec le mec qui a toujours tout compris en entrepreneuriat, où ça fonctionne et tout ça. Et en fait, quand on voit ton parcours sur des années, ce qui rend ce que tu lis accessible et où c'est pas
des paroles recrachées comme ça, c'est ce que tu expliques, c'est ce que tu as vécu, c'est ce que tu as appris. Tu as démarré un projet de barre de céréales. Moi, ça m'a fait marrer le jour où tu en as parlé parce que c'était rassurant de voir que tu avais foiré quelque chose, en fait. Que en fait, tu as commencé comme nous, avec tous les doutes que tu avais, à pas savoir prospecter, à faire des projets un peu foireux, et que c'est tout ce que tu as appris au fur et à mesure des années que maintenant tu retransmets. Et c'est vraiment du vécu. Quand tu parles d'audace, ça peut sembler facile comme ça de parler d'audace avec des projets qui marchent. Moi, j'ai du respect pour les gens qui ont eu l'audace de faire des trucs qui marchaient pas, mais dont ils apprenaient et qui retestaient jusqu'à ce que ça marche, en fait. D'un point de vue extérieur, on peut avoir l'impression que, paf, tu as claqué des doigts et tu as eu ta maison des créateurs, et voilà, alors qu'en fait, c'est une accumulation de choses que tu as essayées, et aussi de courage, on y reviendra, mais 16 refus de banque pour la maison des créateurs. Enfin, tu t'es accroché à chaque fois, quoi. Et du coup, est-ce que tu peux revenir à tes tout débuts, au Kylian qui testait et qui a fait ces barres de céréales et ces premiers tests comme ça? Est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu? Avec grand plaisir. Je pense que c'est hyper important et mon but, c'est pas d'être sur un piédestal comme si mon histoire était parfaite. Je sais bien. Je te dis parce que c'est hyper important aussi. Moi, j'ai un. Je vois à quel point l'audace m'a transformé aussi mentalement et petit à petit, il y a des choses qui se passent, que tu fais, que tu oses faire, qui te donnent confiance. En fait, chaque mouvement d'audace, je vais y revenir juste après au début, mais chaque mouvement d'audace, c'est comme une nouvelle preuve historique que tu mets dans ta tête de ta capacité à faire. Et je pense que ça, c'est très important parce que du coup, aujourd'hui, par exemple, je me sens en confiance pour faire des choses que j'aurais pas du tout fait il y a 4 ans. Et si on remonte, justement, c'était il y a un petit peu plus que 4 ans, c'était il y a 6 ans, donc c'était avant que, pour raconter un tout petit peu, il y a 6 ans, je sortais de mes études, 6-7 ans, je sortais de mes études. Pendant 3 ans, ouais, je pense que c'est à peu près, bon, j'exagère, c'est peut-être 8 ans, mais en tout cas, pas beaucoup plus que ça. Et pendant 3 ans, au début, j'ai essayé de lancer des projets, notamment le projet de barre de céréales, je vais y revenir. Ensuite, j'ai travaillé 2 ans et demi, 3 ans chez Live Mentor. Et puis là, ça fait 4 ans que je développe ce que je fais aujourd'hui. Et en fait, avant de passer par la case Live Mentor, je pense que j'étais typiquement la personne qui avait du mal à être nulle dans la réalité et du coup qui se rêvait beaucoup entrepreneur ou entreprenant ou à faire des projets dans ma tête. J'adorais le dire. Ah, je fais un projet de barre de céréales, c'est trop bien, trop cool, regardez, goûtez les prototypes. Et en fait, derrière, j'avais peur, en fait. J'avais extrêmement peur de plein de choses. J'avais peur de contacter les producteurs, j'avais peur de contacter les fournisseurs, j'avais peur de vendre, j'avais peur, enfin, vraiment, je pense qu'il y avait une part de moi très naïve qui se plaisait dans ce que l'entrepreneuriat pouvait être, à savoir beaucoup de diversité, beaucoup d'occasions d'apprendre, beaucoup d'évolution que ça pouvait amener et de stimulation. J'adorais ça, mais j'étais j'étais terrifié au fond de moi. Et donc, j'avais lancé ce projet de barre de céréales. C'est vraiment, vous allez rigoler. Hein. J'avais spoté un truc. J'avais découvert un truc un peu miracle qui s'appelait, vraiment, ça va vous paraître n'importe quoi, qui s'appelait la drèche. Quelqu'un sait ce que c'est la drèche? Voilà, ouais, parfait. C'est ce que j'ai pas sorti le projet, sinon vous le connaîtriez maintenant. La drèche, c'est un résidu de céréales qui est utilisé lors de la production de la bière. Donc en fait, quand on produit de la bière, il y a des céréales, notamment le blé, mais ça peut être plein de choses, qui sont concassées. Et ça n'a pas de goût de bière, mais c'est donc des morceaux de céréales qui restent et qui sont riches, notamment en protéines, mais aussi en fibres, etc. etc. Et je m'étais dit, putain, mais moi j'étais à fond dans les trucs anti-gaspi. Je trouvais ça con qu'on jette plein de trucs, les fruits moches, c'est qui le patron, des trucs comme ça me parlait à fond. Et je m'étais dit, on pourrait trop récupérer la drèche et faire des barres de céréales avec, que les gens mangeraient comme ça, c'est bon pour la santé. En même temps, on sauve les résidus au lieu de les mettre à la poubelle. Quoi, parce que il y a Emmanuel qui dit, est-ce que c'est pas ce qu'on donne aux poules? Il y a moyen, hein, il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen. Donc ça peut être sans doute donné aux poules aussi, elles doivent adorer ça. Et donc, moi, je me disais, il y a plein de petites poules à nourrir. Non, pas du tout. Je me disais, on pourrait faire quelque chose de cool avec. Et donc, je faisais le tour j'ai ma maman qui habite en région parisienne, donc il y avait des microbrasseries à Paris. Et je faisais le tour des microbrasseries, j'emmenais des gros seaux de 10 kilos. Je les remplissais de drèche. En fait, c'était super lourd parce qu'il y avait encore, ça sortait des cuves. Je rentrais chez moi avec mes cuves de 10 kilos. Et là, j'essayais de faire des prototypes de barres de céréales en mélangeant ces céréales que je faisais sécher au four
parce que j'avais pas de séchoir truc. Je mélangeais ça avec des dattes, des bananes, des morceaux de chocolat. J'essayais des saveurs, etc. Et franchement, j'étais à fond. Hein. Je faisais goûter. J'avais été chez un de mes meilleurs potes. J'avais fait goûter à toute sa famille et tout. Et il m'en reparle encore. Hein. Il y avait des bons trucs vraiment chouettes. Mais au-delà du prototype et des prototypes qui étaient prometteurs, je suis jamais allé. J'ai essayé de faire des trucs. J'avais rencontré un mec qui était genre une sorte d'incubateur pour des produits food. Il m'avait dit achète-toi un truc pour emballer les trucs plastiques. T'en fais 200 et tu payes 250 € pour aller au bon marché une journée, essayer de les vendre, voir ce que ça dit, etc. Moi j'étais en mode ouais, ok. Je l'ai jamais fait parce que j'avais peur en fait. J'étais terrifié et je me rêvais entrepreneur, mais c'était très dur de passer à l'action, quoi. Donc c'était très beau de faire mes prototypes dans mon petit four à la maison. Ils étaient très bons. On a imaginé des trucs. On aurait pu récupérer, genre faire des barres, la blonde, la brune, avec, je sais pas, genre vraiment c'était n'importe quoi. Je sais même pas ce que ça pourrait donner. Mais potentiellement, si je le refaisais aujourd'hui, avec une autre approche et plus une autre forme je me sentirais sans doute capable de porter le projet autrement et d'essayer de faire quelque chose. Peut-être que ça marcherait. Franchement, c'est possible. En tout cas, à l'époque, c'était compliqué pour moi de me confronter à la peur et de me confronter à l'action et de me confronter au risque que ça marche pas. Et donc, je me rêvais beaucoup dans ma tête entrepreneur plutôt que d'agir vraiment. Voilà, c'était l'aventure. Je la trouve vraiment chouette, cette leçon, quand tu disais, voilà, je rêvais ce projet-là, j'avais peur, donc oui, il y a eu des commentaires sur Léa qui a dû malheureusement nous quitter. Ouais, pas de souci. Non, je regardais les rescapés, du coup, ça existait déjà à l'époque. Ils étaient en train de lancer leurs petits crackers, c'est tout. C'était pas des concurrents parce qu'on faisait pas la même chose, mais qui étaient dans la même logique, qui récupéraient de la drèche aussi, tu vois, le lien qui a été envoyé par Lysiane. C'est très bon leur truc. Donc ça, c'est cool pour les apéros et je suis sûr que ça aurait pu marcher. Et en fait, le truc qui a changé les choses pour moi, c'est à ce moment-là, mon arrivée chez Live Mentor, parce qu'en fait, encore une fois, l'entourage a tout changé. Je me suis retrouvé pendant 2 ans et demi dans une école qui formait des entrepreneurs. Et donc, moi, j'ai pris aussi la mesure. Je côtoyais Alex Sandana, qui était le fondateur au quotidien. On bossait énormément ensemble. C'est devenu un super ami. Des gens comme Valentin Decker, avec qui on a fait le défi Brick. Plein d'entrepreneurs qui étaient accompagnés aussi par Live Mentor. Et moi, ça m'a mis le nez dedans. Ça m'a permis de faire mes gammes. Et donc de changer aussi un petit peu le fonctionnement de mon cerveau. Et ma norme, d'une situation où j'étais un petit peu naïf et où je me croyais, où je voulais être entrepreneur, mais c'était très dur de l'être dans la réalité, elle a bougé grâce aux autres et grâce aux gens qui m'entourent, vers quelque chose de beaucoup plus être dans l'action, avancer et tirer les leçons de ça aussi pour pouvoir construire quelque chose qui fonctionne, quoi. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc à la sortie de Live Mentor, c'est là où j'ai lancé un petit peu la suite des projets, autour du podcast notamment, qui était le début, et puis l'Anti-Business Club ensuite, au fil de l'eau. J'adore, parce que j'allais t'amener vers le sujet de l'entourage et tu as fait le switch toi-même, parce que parmi les trucs forts que tu véhicules, en lesquels je crois profondément, il y a l'audace, il y a la force de l'entourage, et moi je l'ai vécu moi-même quand je me suis mise à mon compte. Il y a 15 ans, j'étais toute seule et je me reconnaissais pas vraiment dans les démarches des entrepreneurs que je rencontrais. Certains étaient là clairement pour faire du fric avec les dents qui rayaient le parquet. D'autres étaient moins stratèges que moi et assumaient moins ce côté entrepreneur. Moi, je me trouvais un peu entre les deux. Et l'entourage que j'avais, c'était des gens qui étaient un peu plus jeunes que moi dans l'entrepreneuriat. Et là où moi, j'arrivais à vivre de mon activité, on me disait « Ah, moi, j'y arrive pas encore, c'est compliqué. » D'autres personnes me disaient « Ah, mais t'as de la chance, qu'est-ce que t'as de la chance de réussir à en vivre ?» J'arrivais à me sortir un SMIC et on me disait « Ah, qu'est-ce que t'as de la chance ?» Et après, chacun est à son étape dans l'entrepreneuriat. Et voilà, c'est juste que d'entendre tout le temps que j'avais de la chance parce que, oh, mon Dieu, j'arrivais à me dégager un SMIC, ça me faisait pas imaginer que ça pouvait être mieux. Et pareil, au niveau des modèles autour de moi, de gens qui osaient et tout ça, j'en avais pas encore, ou je les avais pas trouvés aussi, parce que c'est pas évident de rencontrer les gens. Et du jour où je t'ai rencontré, où ça m'a permis de me connecter à d'autres entrepreneurs, j'avais des vidéos chaque semaine avec des gens qui faisaient leur newsletter, qui avaient leur podcast, qui avaient leur chaîne YouTube, pour qui c'était une norme. Au bout d'un mois d'échange, il y a un des graphistes qui était là, qui m'explique que lui, il fait 65 000 € de CA l'année en faisant 35 heures semaine. Et là, je l'ai fait répéter. Alors déjà, j'étais face à des gens qui parlaient
tout, qui parlait d'argent et tout. Et je trouve ça super sain, quoi. Enfin, on doit parler de tout ça. Moi, je connaissais pas. Et le mec, il me dit, mais oui, oui. Et là, j'ai fait quoi? C'est possible. C'est-à-dire que je suis passée d'une réalité. On me disait, ah, mais qu'est-ce que c'est dur, j'y arrive pas. Un entourage de salariés qui me disait, ah là là, oh ma pauvre, mais t'arrives déjà de tirer un SMIC, c'est chouette. Et quelqu'un qui me disait, je suis à mon compte, je fais 65 000 euros de C à l'année, et c'est possible. Et moi, j'appelle ça l'envol des oies souvent parce que je me suis retrouvée entraînée par ça. J'ai trouvé ça tellement impactant. Cette accumulation de rencontres, de modèles de gens qui me tiraient vers le haut et tout ça, ça fait un impact de fou. C'est con, mais 2 ans après, je faisais x2 sur mon CA, en fait. Quand le modèle change, quand j'avais peur de mettre ma face sur YouTube, quand tu as 6 personnes qui sont là et qui t'encouragent, ça aide tout de suite. Et c'est ce que j'essaie de recréer avec la coquille graphique et ces apéros-là. Et c'est du coup toi qui as provoqué ça, parce que toi-même, tu l'as vécu. Et tu parlais justement des rencontres que tu as fait avec Live Mentor. Si je ne me trompe pas, le groupe s'appelait Pilgrim, c'est ça? Ouais, complètement. Ça a été un premier groupe. Et il y en a d'autres aujourd'hui dans mon quotidien. Mais ça a été un premier groupe qui m'a fait comprendre énormément de choses sur la force des gens qui t'entourent. Et en fait, on a tendance à... Et cette phrase, elle est trop répétée, elle perd parfois de son sens, mais ce truc de la moyenne des personnes qui t'entourent. En fait, on se transforme parce que les gens qui sont autour de nous nous poussent dans un sens ou dans un autre, et c'est tout à fait naturel. Si aujourd'hui, tu penses pas à créer un podcast, mais que tu es autour de toi avec des gens qui font des podcasts, tu vas peut-être te dire un jour, ah, et moi si je faisais un podcast, peut-être, en fait, est-ce que ça me plairait? Qu'est-ce qui se passerait? Et en fait, on est influencé par notre entourage de toutes les manières, et c'est à la fois positif et négatif sur certaines choses. Et en fait, à la fin, ma dernière année chez Live Mentor, avec Valentin Desquer et Alexis Minkela, on s'était retrouvés un soir, parce Alexis était un ami de Valentin, et on s'était dit, ce serait trop chouette de se créer un petit groupe de gens qui ont envie de faire des choses et de se serrer les coudes ensemble pour avancer. Et on a rassemblé une dizaine de personnes dans une salle, on a fait une première rencontre, il y en a 7 ou 8 qui sont restés, et ça a donné un petit groupe d'amis, c'est devenu tous des amis, avec qui on s'est retrouvés pendant 1 an et demi, 2 ans régulièrement, en ligne, en présentiel, parfois sur un petit resto quand on était tous en région parisienne. On est même parti un week-end c'était à Granville, plutôt sur... c'est pas très loin de Caen d'ailleurs, Granville, non? Oui, c'est en Normandie. Voilà, c'est pas trop loin. Et voilà, on avait fait un week-end ensemble et on avait vraiment cette idée de s'épauler, de s'entraider, de se faire avancer, de se challenger les uns les autres. Et en fait, c'est ce qui est magique, c'est que ça nous a tous aidés à oser, à y aller, à ouvrir nos ailes, à pas trop se poser de questions. Et dans ce groupe-là, il y avait des gens super chouettes, dont certains que vous connaissez peut-être de nom. Donc, je parlais d'Alexis Minkela et Valentin Desquer. Il y avait quoi? Tribu Indé pour Alexis Minkela, Sauce Writing pour Valentin Desquer. Ouais, je donnerai toutes les références après. Ouais, pas de souci. Je dis juste parce que c'est des noms qui peuvent vous parler aussi et qui étaient, à l'époque, personne ne connaissait notre travail, mais chacun, on avait envie de se bouger les fesses et d'avancer, d'oser. Il y avait aussi Thomas Burbidge, que certains connaissent ici. Il y avait Jean-Charles Kurdali, je ne sais pas si certains connaissent son travail. Il en faisait partie aussi? Oui, tout à fait. Il y avait, pour les gens qui sont sur Rennes, on avait celui qui a lancé l'agence Tirfest, Thomas Tissot, je ne sais pas si ça vous parle, agence de com. Bon, voilà, en fait, c'est assez marrant de voir que chez plein de gens, ça a fait bouger les choses et ça nous a permis d'avancer et de nous épauler. Et en fait, ce groupe-là, il m'a vraiment fait comprendre une chose, c'est que quand on a envie de bouger, de se dépasser, d'avancer dans nos projets entrepreneuriaux, il faut absolument s'entourer, il faut absolument trouver un club des 5, un groupe de personnes qui vont vraiment avoir envie de vous connaître, avoir envie de vous soutenir, avoir envie de vous épauler, avoir envie de se battre pour votre succès. Et moi, ça m'a tellement parlé, ce truc-là. Et c'était tellement présent chez moi, et c'est quelque chose que j'avais senti aussi chez Live Mentor. J'aimais beaucoup ce côté rassembler, mettre les bonnes personnes ensemble, les aider à ce que ce cadre se crée pour pouvoir changer leur vie et leur trajectoire entrepreneuriale. Ça me parlait tellement dans la communauté Live Mentor que je me suis dit, c'est exactement ce que j'ai envie de faire moi dans mon activité. Et c'est comme ça qu'est né l'Anti-Business Club aussi, derrière, qui s'appelait avant le Cercle des Créateurs et qui a changé de nom il y a 1 an et demi. Un an. Et ça me sidère à chaque fois de voir à quel point on a un ensemble dans nos têtes, inconsciemment, un ensemble de normes. On a ce niveau-là d'ambition, on a ce niveau-là d'audace, on a ce niveau-là de
timidité, on a ce niveau-là de confiance, voilà. Il y a tout un ensemble de petits curseurs sur des qualités qu'on a tous. Et je suis à chaque fois sidéré de voir à quel point les gens qui nous entourent font bouger ces curseurs dans un sens ou dans un autre. Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, et c'est peut-être aussi une voie magnifique qui est celle d'être freelance, d'être entrepreneur, qui est de se dire, je vais m'entourer de gens qui sont aussi capables, peut-être plus que dans d'autres endroits, je ne suis pas fermé du tout au salariat, hein, mais peut-être encore plus que dans d'autres endroits, qui sont capables de faire bouger ces normes-là. Et trouver ces groupes, trouver ces gens, trouver ces endroits, ça peut nous faire bouger énormément. Tu vois, on parle de choses très concrètes comme ton chiffre d'affaires, Stéphanie, mais ça s'explique de plein de manières et sur plein de différents curseurs. L'un d'entre eux peut être le niveau d'un développement d'activité et du chiffre d'affaires et de revenus qui sont générés. Et il y en a plein d'autres. Mais c'est sidérant de voir à quel point les gens qui nous entourent façonnent notre façon de voir le monde et façonnent aussi nos réussites et nos projets, nos coups d'éclat, nos mouvements d'audace aussi. Voilà. Surtout qu'on part rarement d'une base neutre. Je crois que avec chacun d'entre vous, j'ai pu avoir une discussion où un seul freelance dans l'entourage et avec la famille qui projetait certaines peurs en fait. Parce que certains viennent d'une famille d'entrepreneurs, mais c'est souvent pas la majorité. Et donc, déjà, on se sent un peu tout seul des fois dans ce qu'on fait. Et il y a les autres qui projettent nos peurs sur nous. Je trouve que ça ose pas. Là, on a justement besoin de faire preuve d'audace parce que, comme tu dis, pour être remarqué, remarquable, il faut oser ce petit truc. Mais ce petit truc, si on ne se sent pas soi-même soutenu et encouragé, ça... Et avant de voir ce que c'était que d'être bien entouré, je ne mesurais pas à quel point ça pouvait tout changer. Tu connais le principe du panier de crabe? Moi, c'est un truc c'est une histoire qui m'a toujours fasciné. Tu vois ce que c'est ou pas? Non. Il y a d'autres personnes qui voient ce que c'est, le panier de crabe? Ouais, Elodie, elle a déjà entendu. Moi, c'est cargo, non? Non, c'est si tu vas à la pêche au crabe, je trouve ça fascinant, mais je trouve ça très très vrai pour l'entrepreneuriat. Si tu vas à la pêche au crabe et que tu mets dans un seau des crabes, il va y avoir une dizaine de crabes dans ton seau. Quand il y en a un qui essaie de sortir du seau, les autres crabes vont le tirer par les pattes pour le remettre dans le seau. Et donc, c'est très dur pour un crabe de s'échapper quand il a été pêché avec d'autres crabes. Et c'est un peu ce qui se passe aussi dans nos vies. Parfois, on a autour de nous des gens ça peut être nos amis, hein, parfois, je l'ai vu moi pour des amis très proches que j'aime beaucoup, mais qui avaient aussi ce réflexe-là. Quand on est comme des petits crabes aussi qui essayons de sortir, de faire des choses avec tous nos doutes et nos incertitudes, nos peurs. Et on va avoir tel ami, tel membre de notre famille, tel proche de notre vie standard, un petit peu normale, qui vont nous tirer parfois un petit coup dans les pattes sans qu'on s'en rende compte et qui vont tenter de nous rattraper parce que ça confronte aussi à leur propre vie, à leur propre choix, à leur propre décision. Et donc, on va avoir tendance à faire en sorte de vouloir rattraper les autres pour éviter qu'ils sortent du panier de crabe. Donc, quand on essaie d'en sortir nous, on va avoir souvent des proches autour de nous qui vont essayer de nous rattraper. Et je pense que c'est notre rôle aussi parfois d'essayer de sortir quand même de ce panier de crabe, de faire attention aux gens qui essayent de nous tirer dans les pattes ou de nous faire une petite pique, parfois qui est assez douloureuse et qui nous remet un peu la tête dans le seau. Parce que si on y arrive, souvent les autres vont se dire « Ah, mais en fait, il y a une vie en dehors du seau. Peut-être qu'on pourrait sortir nous aussi et aller voir ce qui se passe et peut-être tenter des choses, etc. » Et j'ai un ami notamment à qui je pense, qui était très comme ça, qui se lance en ce moment, c'est beau. Il se lance en ce moment, il essaie de lancer une agence de com à Paris. Un ami très proche avec qui j'étais en prépa. Et du coup, j'essaie d'avoir le comportement inverse de celui qu'il avait et de me dire, dès que je peux, j'essaie de lui envoyer de le tirer, mais dans l'autre sens. Et plutôt que d'être celui qui tire pour ramener dans le seau, d'être celui qui tire pour l'aider à avancer. Et puis, je n'ai pas d'amertume de l'époque, mais je me dis, on peut être tous pour nos amis et pour nos proches, des gens qui ne ramènent pas dans le seau. Et donc, se créer un entourage aussi hors de notre entourage traditionnel, amis, proches, etc., qui sont parfois au soutien aussi, attention, je dis pas le contraire, ça peut être chouette aussi pour avoir d'autres personnes avec qui on se sert, ou d'autres crabes qui disent « Attends, vas-y, monte sur mon dos, histoire de sortir du panier avec moi. » Ça peut être chouette. Voilà. Moi, j'ai une anecdote trop mignonne qui date d'il y a peu de temps. J'avais envoyé Pixel à 300 chargés de com, les vacances passent, suivre l'envoi des 300, c'était beaucoup de boulot, j'avais la pression du chiffre d'affaires, tout ce que je voulais atteindre, et Pixel engendre des contacts, et puis à un moment, j'ai un premier contrat qui est signé, qui n'est pas énorme, mais qui est signé, et du coup, je calcule encore la marge qu'il me faut jusqu'à me faire mon chiffre d'affaires que je voulais atteindre pour l'année, et puis je voyais tout ce que j'avais pas encore fait, tout ça, et je vais boire un verre avec des filles, dont certaines qui sont là. Amy, tu étais là. Charlotte, je
je sais plus si tu étais là. Trouverait-il que je raconte un peu tout ça et en mettant au milieu que j'avais eu un contrat de signer. Et puis à un moment, les filles s'arrêtent et me disent, mais t'es en train de nous raconter quoi là? Tu vois tout ce qui reste à faire, mais t'as le premier fruit de ton travail, t'as signé un contrat. Est-ce que tu l'as fêté? J'étais tellement dans l'après, dans ce qu'il fallait faire, que j'avais même pas pris le temps de célébrer cette première victoire et de me réjouir déjà de ce qui avait été accompli. Et c'est les filles qui m'ont dit, oh, on trinque, on fête, c'est cool, c'est la première marche de ce que tu voulais faire. Est-ce que on fait ça? Enfin, c'est d'être du détail comme ça, mais quand c'est au quotidien, enfin, les filles, elles le savent à quel point ces échanges-là, ils sont précieux pour moi. Enfin, je vois, voilà, ce qui est génial, c'est qu'ici, on a un noyau dur avec qui j'ai pas mal échangé sur plein de choses, et je pense que vous le savez tout à quel point ces petites choses-là cumulées, c'est assez, je trouve ça assez fou, en fait, quand on mesure pas. Enfin, j'ai l'impression à 40 balais d'avoir découvert un truc de dingue sur à quel point l'entourage, ça change l'entrepreneuriat, quoi. Et tu dis toi-même que la bascule entre les barres de céréales où tu rêvais ça dans ta tête et le moment où c'est devenu concret, où ça a tout changé, c'est quand tu as eu ton entourage. Savoir que tu as eu ce cercle-là, à ce moment-là, c'est dingue. Vous avez tous explosé dans ce que vous voulez faire. Ouais, et puis je te raconte les non connus, il y en avait d'autres aussi, mais ça nous a tous fait bouger, et bouger dans le bon sens. Ça veut pas dire qu'on est tous entrepreneurs et qu'on fait pas tous des trucs qui sont connus du grand public ou autre, mais il y a plein de choses qui sont super chouettes. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu reproduire, tu vois, dans l'ABC, et ce que tu as pu expérimenter toi aussi avec les différentes personnes qui t'ont entouré au fil de l'eau. C'est vraiment cette idée que cet entourage-là, en fait, c'est souvent un des... J'aime pas parler de raccourcis, parce que je pense que tout succès entrepreneurial, quand on est à son compte, quel que soit le type d'activité, ça prend du temps et il y a des efforts que ça nécessite. Donc, je ne suis pas pour vanter des succès faciles, mais par contre, ça reste un raccourci qui nous permet d'évoluer, de grandir, de changer nos perspectives et donc de développer une activité qui fonctionne mieux. Et c'est vraiment ça qu'on a voulu faire dans l'ABC aussi, dans l'Anti-Business Club. D'abord en ligne, beaucoup. Et puis là, depuis un an, avec aussi des clubs locaux, dont celui de Caen, dont celui que tu connais un petit peu, Stéphanie aussi, et que d'autres connaissent éventuellement ici aussi, je pense Charlotte et Amy. Et du coup, il y avait vraiment cette idée de pouvoir reproduire cette transformation que j'ai moi-même ressentie. Et je trouvais ça tellement magique que je me suis dit, il faut que ça puisse se passer pour d'autres. Et c'est la plus belle chose qui puisse se passer. Et c'est sans doute parmi les meilleurs investissements de nos vies d'entrepreneurs de bien s'entourer, de trouver les bonnes personnes avec qui avancer. Et il y a plein de manières de le faire, comme ici avec les apéros que vous proposez. Je trouve ça magique ce que Aude partage dans le chat aussi. Et... Alors justement, il y a des messages dans le chat où j'ai un peu de retard. Alors, je partage pour tout le monde si vous n'avez pas vu. Il y a Ancha qui dit « L'entrepreneuriat, c'est aussi les bonnes rencontres, un regard extérieur qui va enrichir son projet. » Et toi qui réponds « Mais oui. » Et oh, c'est trop mignon, Ancha qui dit « Mais c'est toi Stéphanie, ma petite lumière au bout du couloir. » C'est ça, hein, c'est vrai. On soutient toutes, c'est normal. Brittany qui répond « Mais tellement, ce groupe nous tire tellement vers le haut. » Ça me fait tellement plaisir de lire ça. C'est vraiment important pour moi de reposer. En fait, j'essaie de faire ce que j'aurais voulu avoir il y a 15 ans et voilà, en fait, des fois, on va chercher des gens à l'autre bout de la France et à côté, il peut y avoir ce groupe-là. Hello qui dit 1h30. 1h30, c'est la distance qu'en Grandville. On repartit avec des notions de géographie. Lydia qui dit famille entrepreneur, cela n'empêche pas de partager leur peur aussi, au contraire. Ah, c'est pas cool. Aude qui dit je crois qu'il n'y a pas de sensation plus satisfaisante quand on entreprend que de se rendre compte qu'on a réussi à déconstruire nos blocages et de se rendre compte que cette grosse montagne n'était qu'un caillou. Ah, tout est dit. Il y a Lisiane qui dit tellement, Aude. Ouais, Brittany, absolument ça. Et Aude qui dit je dois vous laisser, j'écouterai le replay avec plaisir et je vais regarder de plus près ce que tu fais, Kylian. Belle soirée à tous. Bah ouais, non, mais la force du groupe. Et du coup, si on raccroche les wagons, donc on part de Kylian qui a un projet de rêve dans sa tête, mais qui a peur de passer à l'action, qui fait ses barres de céréales, mais qui déteste pas tant que ça, parce que cette peur est là, parce que pas le bon entourage. Tu te retrouves à bosser dans cette école Live Mentor où en parallèle, tu t'entoures de ce groupe Pilgrim où vous faites des réunions régulièrement pour vous encourager et vous pousser vers le haut.
en parallèle, tu lances le podcast Inspiration créative et une newsletter. Et c'est par le biais de cette newsletter qu'on s'est rencontrés, où au moment où on se rencontre, tu me dis, je suis en train de monter une communauté de créateurs. Ouais, tout à fait. Bah, c'était effectivement le premier truc que j'ai voulu lancer quand je suis parti chez Live Mentor, parce que ça me paraissait être la bonne place pour moi et le bon endroit par rapport à ce que j'avais expérimenté. Et comme je voyais ce que ça avait transformé en moi aussi dans ma façon d'approcher l'entrepreneuriat, cet entourage, je me suis dit que c'était la meilleure manière de pouvoir le faire vivre à d'autres. Et au départ, tu m'avais dit, ça va être 30, 40 personnes, mais je veux vraiment passer du temps à trouver les bonnes personnes qui vont constituer ce noyau dur. J'ai eu la chance d'être là à l'ouverture. Il y a un jour, je t'ai appelé en disant, en fait, il reste une place parce que ça me parle. Et au final, à l'ouverture, on était pas loin de 100, je crois. Ouais. Donc, on était une centaine au tout début. Et puis aujourd'hui, on doit être à peu près 400. Et en fait, c'est assez fou de voir que ça s'est essaimé aussi petit à petit. Je pense que les clubs locaux ont participé aussi à ça parce que c'est génial. Au début, il n'y avait pas du tout ça. C'était vraiment que en ligne. Et petit à petit, ça s'est développé parce que, je sais pas ce que vous en pensez, mais le digital est génial. Mais moi, j'adore quand il est au service du réel aussi. Et quand la beauté d'Internet peut amener des rencontres dans le vrai monde, ça me touche d'autant plus. Et donc, il y a des choses qui se passent dans le monde réel qui sont parfois encore plus simples, plus faciles, plus innées, plus facilitées, parce qu'on se voit, on se touche, on se dit bonjour, et il y a des choses qui se passent derrière. Et du coup, au début, on a commencé à faire des week-ends où on louait un gîte, on se retrouvait entre entrepreneurs. Donc pareil, la force du groupe. Moi, j'ai tendance, quand j'ai mon petit cercle qui va bien, à rester qu'avec ces gens-là et à bloquer des nouvelles rencontres, ce qui n'est pas la chose à faire. Et là, ça permet justement, dans un cadre où tout le monde est sur le même... sur les mêmes valeurs, de se retrouver. Voilà, moi, je me suis clairement inspirée de ça pour les apérographismes, en affichant moi-même les valeurs qui, pour moi, étaient fortes. Et les gens qui viennent aux apérographismes sont alignés avec ça. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on se fait confiance aussi rapidement. Et dans ces week-ends-là, du coup, il y avait ça aussi. Et le premier week-end qu'on a fait, tu as dit, c'est bien, mais là, on loue un gîte. Moi, ça ne me va pas. Je veux un village. À chaque fois, tu passes un peu pour un fou, mais on se dit, c'est Kylian, il va en sortir quelque chose. Il t'a fallu quoi? Alors, même pas 2 ans pour toi, ça peut-être été long. À quel moment le mec se dit, je me fais un village? En fait, je pense que la première au début, tu ne penses pas du tout à ça, mais petit à petit, tu vois, c'est vraiment ce que je disais, tu vois, c'est ouvrir le champ des possibles progressivement. La première fois, je me rappelle, c'était à côté d'Angers, le tout premier week-end de l'ABC, du cercle, qui s'appelait le cercle à l'époque. Et je pensais pas du tout à ça, mais petit à petit, en fait, il y a des choses qui s'ouvrent et en fait, je me rends compte de la force de ce que ça peut apporter. Et c'est progressivement une envie qui émerge dans mon cœur de se dire, ce serait génial de faire une sorte de mini-village qui s'appelle aujourd'hui la Maison des Créateurs, pour pouvoir rassembler tout le monde, tous ceux qui le souhaitent. Et ça s'est venu au croisement aussi avec Laetitia, ma femme. Donc, on construit ce projet-là à deux. Et là où moi, j'avais cette envie de rassembler des entrepreneurs, des créateurs, des freelances et de créer le cadre idéal pour que ces rencontres se passent et que chacun puisse être soi-même et s'ouvrir et faire tomber les masques. Elle, il y avait une envie de sa part de créer un lieu, d'avoir un ancrage un petit peu dans la terre. Elle vient d'une famille où son père était agriculteur laitier. Non, il vient de partir à la retraite, donc était agriculteur laitier. Une envie vraiment de connecter, de rassembler aussi, de se retrouver, de créer quelque chose dans la nature. Et donc, quand on a croisé un petit peu ces chemins-là, on s'est dit, mais faisons-le ensemble, alors qu'avant, on n'imaginait pas forcément bosser du tout ensemble, quoi. Et donc, on a commencé à penser ce projet il y a 3 ans, 3-4 ans même. Il y a 2 ans, on a trouvé un endroit, après avoir visité une quinzaine d'endroits. Et puis, on en est venu à essayer de convaincre les banques de nous suivre. Et voilà, il y a 1 an et demi, on a récupéré les clés de la Maison des Créateurs. Et on est officiellement ouvert depuis le 1er septembre, même s'il y avait déjà des bêta-tests un petit peu avant, en off pour ceux qui voulaient. Tu avais partagé avec les gens de la communauté un peu ton épopée là-dessus. Encore une fois, là, il faut faire preuve d'audace, c'est-à-dire que, pour la petite histoire, le terrain avec les gîtes qu'a repris Kylian, c'était pour du tourisme. Expliquer aux banques qu'on reprend quelque chose pour faire quelque chose qui n'a jamais été vu ailleurs, pour faire des rencontres entre
entrepreneur pour aménager une grange, pour recevoir justement c'est un truc qui n'a jamais été fait. Tu me disais qu'à chaque fois, on te regardait étrangement. Toi, tu savais qu'économiquement, c'était viable. Mais encore une fois, quand on est un peu précurseur dans un truc, c'était mais qu'est-ce qu'il va nous faire, quoi? Là, il y a une eau thermale à côté, fait des gîtes touristiques et point barre, quoi. Ouais, on essaie d'avoir vraiment les pieds sur terre et c'est un exercice d'empathie. Finalement, c'est se vendre, là en l'occurrence au banquier, mais ça peut être la même chose avec un client. C'est un exercice d'empathie et de comprendre les attentes et les enjeux de la personne en face. Et le banquier, son but, c'est de placer son prêt, de s'assurer qu'il est rentable, de s'assurer que la personne va le rembourser et que ce soit pertinent. Et c'est vrai que nous, peut-être qu'après coup, on raconterait l'histoire autrement, mais il y a des choses qui pouvaient effrayer un petit peu. En tout cas, c'était dur de convaincre, malgré que le dossier soit solide. Donc, on avait contacté beaucoup de banques, une quinzaine au total. Et puis, on en a 2 qui ont accepté de nous suivre le même jour, le 21 décembre, après 6 mois de lobbying, de travail intense. Sauf que ces 2 banques, elles nous avaient dit non d'abord. C'était assez. Peut-être que certains ont déjà entendu l'histoire, parce que c'est pas la première fois que je la raconte, mais je vais quand même la détailler un tout petit peu. Il y a vraiment, on habitait 3 en Champagne-Ardenne avec ma femme. On avait vendu notre petite maison qu'on avait achetée 4-5 ans auparavant parce qu'on avait dit all-in, c'est parti, il nous faut un apport personnel pour pouvoir convaincre la banque de nous suivre sur le projet de Maison des Créateurs. Et on avait déménagé, ma femme était enceinte, Laetitia était enceinte de 8 mois. On avait déménagé dans un des chalets qui est à 50 mètres à ma gauche là. Il y avait les propriétaires qui habitaient encore dans la petite maison en face, à 50 mètres devant moi. Et on avait dit, on y croit dur comme fer, on déménage, on bouge là-bas, le temps d'obtenir les derniers accords de prêt, etc. Ça va le faire. Et on voyait les bons jusqu'au cou. Exactement, parce qu'il fallait, c'était soit on restait, soit on y allait et on faisait les derniers rendez-vous médicaux sur place. Et donc on avait choisi de bouger et d'y aller. Et donc on était là, ici, et en fait jour après jour, successivement, que les 5, 6, 7 banques qui nous restaient, elles nous disaient bon, ça va pas le faire pour telle raison, telle raison, telle raison. Et là, on en a 2 avec qui on avançait super bien. Une première qui finit par nous refuser en mode genre on va pas vous suivre, etc. Et l'autre, c'est la dernière. Elle nous dit on finance pas trop de projets finalement. Après avoir longtemps discuté avec mon responsable d'agence, il veut pas vous financer parce que on finance plus trop de projets de gîtes post-Covid, c'est compliqué, etc. Et là, je me revois dans le chalet, vraiment, c'était viscéral. J'ai dit à Laetitia, elle était en train d'agoniser sur le lit, elle bougeait plus trop. Enfin, vraiment, la petite était à 2 semaines, 2-3 semaines de naître le 21 décembre, elle est née le 8 janvier. Et je dis à Laetitia, non, mais merde, on est entrepreneur ou pas on va quand même pas se laisser faire alors qu'il nous a dit juste non, etc. Il sait même pas qui on est, ce gars-là, là, le directeur. Je vais lui faire une vidéo pour lui expliquer. Et donc, j'allume la caméra, vraiment one shot, et je dis bonjour. Il s'appelait Franck Dervit. Bonjour monsieur, c'est pas lui qui nous a suivis d'ailleurs. Enfin, c'est pas avec lui qu'on bosse. Bonjour monsieur Dervit, je m'appelle Kylian, je vous fais cette vidéo parce que vous avez décidé de pas financer le gîte et je comprends, mais nous on n'est pas un gîte, voilà ce qu'on veut faire, machin, truc et tout. Je lui explique les trucs et je me dis allez. Et je lui dis à la fin, au minimum, c'était un petit peu un cheval de Troie, ma vidéo, au minimum, accordez-moi un rendez-vous en présentiel pour qu'on se rencontre et qu'on en parle. Je lui envoie la vidéo, le mec, je me suis dit, parce qu'il n'a jamais reçu une vidéo de comme ça, mais je pense qu'il s'est dit aussi, ok, le gars c'est pas un peintre, j'ai rien contre les peintres, hein, mais c'est l'expression. En tout cas, le gars va pas faire n'importe quoi. Donnons-lui une chance. Et il m'appelle le lendemain, il me dit bonjour monsieur Talin, j'ai eu votre vidéo. Venez à Saintes la semaine prochaine. Et donc je vais à Saintes, à 45 minutes de chez nous. Je ne suis jamais préparé autant un rendez-vous de ma vie. J'étais la boule au ventre. Vraiment, je me revois, je vois tout le scénario. Je rentre, il y a un petit escalier, une petite rampe pour monter avec un fauteuil roulant. Je passe par là et tout. Là, il arrive avec son petit costume et il dit bonjour, installez-vous et tout. Puis là, vraiment, ça faisait 6 mois que je me battais pour obtenir le prêt. Et le gars me dit non, mais les chiffres, ça fonctionne. Moi, j'étais persuadé que ça marchait, qu'il buguait sur les chiffres et tout. Et je me dis qu'est-ce qu'il va me sortir? Et il me dit non, en fait, je trouve juste que le projet est trop gros pour vous. Votre femme est en CDI. Vous avez une entreprise à côté, je pense que vous n'avez pas les épaules pour le faire. Et là, moi, j'étais en train de vraiment ça fait 6 mois que je me battais pour que ce truc existe. Ma femme est sur le point d'accoucher, ça, il ne le sait pas. Et là, le mec me dit, il n'y a pas de problème de chiffre, en fait, c'est juste, je pense que je ne sais pas. Et là, je me dis, oh là là, bon, mon coco, toi, tu ne me connais pas. Et donc, j'ai passé les 40 minutes qui suivent à lui expliquer que j'étais en train de tout automatiser dans mon entreprise, que j'allais avoir besoin de bosser plus que 4 heures dessus à partir du mois de janvier, etc. Ce qui n'est pas du tout vrai, mais c'est pas grave. Donc je sors mon plus beau pipeau et je lui dis, mais
trust me, ça va rouler vraiment comme sur des roulettes. Et à la fin, il me dit, bon, je peux pas vous donner blanc-seing, mais je vous tiens au courant la semaine prochaine, etc. Et le 21 décembre, il nous restait 2 réponses. On savait qu'elle devait tomber à peu près par là. De lui, j'espérais que ça allait tomber avant Noël, et d'une autre banque qui nous suivait depuis le début, qui était la Banque Populaire, la BRED à Paris, en région parisienne. Et la Banque Populaire locale nous avait dit non, mais eux, comme j'étais passé par un prêt pour mes études, ils avaient étudié le dossier à Paris, dans l'agence des écoles, etc. Et le même jour, les deux, on nous envoie un message à 2 heures d'intervalle en mode genre, c'est bon, c'est OK, on vous suit. Je vous raconte pas, je crois que je pleure pas souvent, mais j'ai chialé d'émotion et de soulagement aussi. C'était vraiment chouette. Tu avais une maison, tu l'avais vendue, tu avais ta femme qui était enceinte jusqu'au cou et tu avais emménagé dans un gîte qui n'était pas à toi. Et si tu n'arrivais pas à acheter, vous étiez à la rue, quoi. Ouais, dit comme ça, c'est un peu dramatique. On n'était pas à la rue, on aurait pris une location, tout allait bien. Mais c'était là, niveau audace, tu as été très loin, quoi. Dit comme ça, c'était dramatique, mais tout allait bien. On avait un toit sur les épaules. Ça m'aurait fait chier que ça marche pas et on aurait trouvé d'autres plans, d'autres façons, etc. Mais je pense que la bonne morale, c'est surtout de se dire, en fait, l'humain compte énormément, y compris dans un prêt bancaire. Et quand on a une porte qui se ferme, il y a toujours des fenêtres. Donc, il y a toujours des choses à tenter, des choses à essayer, des choses à oser. Et je pense que ça en est un bon exemple. Il y en a d'autres, mais ça en est un bon exemple chouette, quoi. Et donc, on a eu le prêt. On est parti finalement avec la Banque Populaire parce que, le gars était, depuis le début, il avait un rapport à nous qui était vraiment sain, en mode genre, à dire que, en tant qu'entrepreneur, vous n'êtes pas un risque pour nous. C'était le seul qui a tenu ce discours-là en mode, je peux vous financer. Il s'était battu à fond avec nous, il nous avait jamais dit non, celui-là. Et puis, il avait un meilleur taux aussi. Donc, voilà, l'un dans l'autre, voilà, on est parti avec lui. Quand il y a des portes qui se ferment, il y a des fenêtres. J'adore cette phrase. C'est vrai, hein. Moi, j'y crois dur comme fer. En soi, il y a toujours plein de manières de faire et plein de manières de se distinguer. Et peut-être qu'il y a des endroits où vous avez l'impression que ça coince dans votre prospection, dans votre création de contenu. Et en fait, il y a peut-être d'autres manières de tester les choses, d'autres stratégies, d'autres approches. Il y a des fenêtres qui vous attendent. Mais toujours, mais encore une fois, quand on a l'énergie et l'entourage, ça aide. Là, tu vois, de t'entendre parler de l'ABC, il y a plein de jolies histoires qui me viennent. Moi, j'ai eu des moments où j'étais, ah mon Dieu, j'y arriverai jamais. Enfin, comme on a tous, quoi, c'est jamais linéaire. Et il y a des moments où le mood est pas là et où aussi des fois dans l'entourage le mood est pas là non plus. Et une belle histoire, je trouve que ça fait toujours du bien. Moi, je sais que j'ai découvert Luis Lubin il y a 3 ans, qui venait de faire un burn-out, qui avait décidé de faire 100 challenges à travers le monde, manque de peau, c'était Covid. Le mec, si je me souviens bien, il était commercial à Paris ou quelque chose comme ça. Il avait fait une start-up qui avait foiré. Enfin, il était en mode le stéréotype qu'on pouvait trouver à Paris. Et il vire tout. Ah, il y a des commentaires que je suis en train de rater. Brittany qui dit je vais devoir y aller aussi, mais merci pour tous ces échanges, ça rebooste de fou. Belle soirée à vous tous. Merci Brittany. Elodie Sigler qui dit je vais m'intéresser au Velux alors. J'adore. Et oui, la fenêtre de la tiny house, on verra si on a le temps d'en parler ou pas, sinon je donnerai les infos. Enfin, l'info, c'est qu'en plus d'Égypte, maintenant, il y a des tiny house dans le village. Et du coup, c'est tout bête, mais quand on est entouré, ça permet aussi de voir les progressions des autres, je trouve, qui inspirent dans des moments où on a des moods un peu moins bons. Illusse Lubin qui du coup quitte tout et se retrouve après à faire des voyages à travers le monde, à en faire des docus, à faire des trucs qui pareil sont hyper inspirants. Nico, pour ceux qui étaient là pour l'apérovision de Nico Sefarat, qui était aussi hyper inspirant, qui lui a fait un burn-out, qui était ingénieur et qui maintenant fait des docus et hyper content de se lever le matin pour ce qu'il fait. Enfin, ça fait du bien. Et l'aventure de Tiny House, dont il partage super. Viens dormir dedans, Hello. On va tous vouloir dormir dans les Tiny House. Ouais, je vous transmettrai aussi les vidéos d'Ulysse et puis de tant d'autres. En fait, en 3 ans, on a vu les progressions de plein de gens. Ça donne envie pour soi, je trouve. Enfin, je sais pas ce que... Et je pense que 3 ans, ça paraît long, Steph, quand on dit comme ça. C'est vrai que moi, je parle de cette aventure un petit peu et de tout ce qui se passe depuis 3 ans, 3-4 ans. Mais en fait, ça passe très vite. Déjà, en 1 an, il peut se passer plein de choses. Mais c'est se connecter. Tu parles d'Ulysse, on parle de plein de gens, on parle de plein de choses. J'essaie d'illustrer avec mon histoire aussi. Mais s'il y a une chose à retenir, c'est que c'est possible que les choses changent. C'est possible qu'elles changent vite. À partir du moment où on essaye d'aller explorer nos chemins et de les explorer à fond et de se donner les moyens que ça puisse fonctionner.
Et là, 3 ans, ça peut être long, mais ça peut passer vite. Déjà, réfléchissez à ce que vous pouvez faire sur les 6 prochains mois. Qu'est-ce que vous avez envie de faire comme coup d'éclat? Qu'est-ce que vous avez envie de mener comme exploration? Qu'est-ce que vous avez envie d'aller chercher, creuser pour avoir des choses à raconter et à partager? Voilà, c'est un choix un peu d'expédition. Quelles vont être vos expéditions et qu'est-ce que vous avez envie de mener et qu'est-ce que vous avez envie de ramener de ces expéditions-là sur vous, sur le monde, pour vos clients, etc., etc. Il y a une phrase que tu m'as partagée une fois qui m'est restée en tête depuis. Tu m'as dit une fois, l'action informe la stratégie. Des fois où je voulais tenter des trucs, mais je savais pas trop quoi, je savais pas trop comment, j'étais pas sûre. Ben, rien que le fait de faire un truc, même si j'étais pas sûre, le passage à l'action faisait que les résultats m'orientaient. Ou des fois, c'était des résultats qui étaient inattendus, mais qui étaient bons aussi. Mais en fait, il n'y a rien à faire de pire que d'être passif, de Moi, faire un truc. cette métaphore, tu sais, un petit peu du croisement des chemins, tu vois. T'es un peu un croisement, tu arrives par là, tu vois, et puis tu te dis, moi, est-ce que je vais à gauche, tout droit, à droite? Et j'aime bien voir ça aussi ça arrive souvent dans nos milieux entrepreneuriaux, dans nos vies, de se dire, bah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je décide? Oh là là, je sais pas quelle est la bonne décision. Et du coup, on peut passer des semaines, voire des mois, parfois même une année ou plus, à réfléchir, à tergiverser et pas à prendre de décision. Et en fait, je crois beaucoup dans le fait que quand on prend une direction, l'une de ces voies, même si on n'est pas sûr que ce soit la bonne décision, on va vite trouver en avançant des panneaux sur notre chemin qui vont nous dire, ben oui, est-ce que je suis dans la bonne direction? Au contraire, est-ce qu'il faut que je fasse demi-tour et que j'aille plutôt à gauche ou à droite? Et en fait, je me suis trompé. Le seul endroit où il n'y a pas de panneau, c'est au croisement. Parce que si on est au croisement et qu'on ne sait pas trop quelle direction prendre, c'est souvent qu'il n'y a pas de panneau à cet endroit-là. Et du coup, cette idée de l'action en forme de la stratégie, moi, j'y crois beaucoup. Et je pense que c'est un vrai remède aussi au Kylian d'il y a 5 ans ou d'il y a 6 ans ou d'il y a 7 ans, qui était naïf et qui ne savait pas trop quoi faire, si ce n'est à dire qu'il était entrepreneur. C'est aussi qu'en fait, la meilleure stratégie, elle résulte des actions qu'on mène, parce que ces actions-là vont nous donner bien plus de matière pour pouvoir décider et avancer dans la bonne direction ensuite. Et donc, quand je dis l'action en forme de la stratégie, c'est que souvent, on va attendre de choisir la bonne stratégie en fonction de ce qu'on aura comme de ce qui viendra. On va voir ce qui se passe et ensuite, je déciderai. C'est souvent l'inverse. C'est les choses qu'on va faire qui vont nous donner des éléments tangibles pour se dire j'y vais, quoi. Et ça reconnecte finalement au champ des possibles que j'évoquais tout à l'heure. Bon, bah, sur Pixel, les actions que tu as mis en place, là, vont te donner des éléments pour construire ta stratégie. Et elle va être bien plus pertinente que si tu avais attendu avant de faire les choses. Je réalise que ça passe très vite. J'ai tous vous libérer dans 10 minutes et j'ai été bavarde. Moi, j'ai posé plein de questions à Kylian. Je me suis régalée. C'est aussi important pour moi que vous sentiez libre de prendre la parole. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez surtout pas. Ce serait dommage que vous repartiez en n'ayant pas osé poser des questions. Je mords pas en plus. J'essaie d'être gentil et souriant. Même son chien ne mord pas. C'est une mascotte. Contrairement au chien d'Élodie qui est apparemment un très méchant, il est toujours à montrer les crocs à la caméra et tout. Ah, on l'a vu, il ressemble pas à une peluche en plus. Ouais, c'est clair. Et en plus, Patouf m'a pas suivi là. Il s'est dit il fait trop froid dans ce bureau, je ne le suis pas. Je le reconnais bien là. Ouais, c'est vraiment un chien de. Il a eu la cuillère dorée dans la bouche, ce chien-là. C'est pas vrai. Lisiane, vas-y. J'ouvre le micro. Depuis le temps que cette question me démange, je profite de ce moment. Tu nous as raconté plein d'anecdotes ce soir, cool, super. Mais dans tout ce que tu as vécu jusque-là, qu'est-ce que tu considères comme ton plus gros coup d'audace, justement, à toi, perso? Et quel est celui à venir que tu aimerais aussi atteindre? Bah, franchement, hein, plus gros coup d'audace, la maison des créateurs. Hein. Vraiment, franchement, je me dis, bon, c'était quand même c'était un peu courageux, quoi. L'audace et le courage, c'est toujours mêlé. Franchement, c'était un peu lunaire de se dire on va financer un projet comme ça, on va trouver les moyens, on va embarquer les gens avec nous là-dedans. Et j'ai l'impression que là, depuis 2-3 mois, je me dis ok, c'est vraiment en train de raisonner avec les gens. Et tu vois, il y a des gens qui viennent. Tu es venu toi aussi, Lisiane, donc t'en sais quelque chose. Stéphanie aussi est venue. Les gens viennent et en fait, le lieu vit, l'endroit vit parce que chacun ose franchir le pas de la porte. Et ça, c'est une validation d'audace qui est géniale, tu vois. Et je pense que c'est aussi ça, ouvrir le champ des possibles. Donc, je ne sais pas quel sera le prochain coup d'audace. Je t'avoue que là, je suis encore dans ce truc-là, tu vois. Donc, j'ai du mal à te dire, genre, ouais, là, je vais aller sur la Lune l'année prochaine ou pas.
Je pense que parfois c'est important. C'est une envie, hein. Juste une envie sans que ce soit déjà matérialisé, mais dans tes buts à atteindre. Ouais, c'est Mais vraiment. oui, c'est déjà énorme la maison des créateurs. J'ai vraiment, j'ai pas encore de réponse tout de suite à te donner. Peut-être qu'on en reparle dans 1 an et j'aurai quelque chose. Là, en fait, j'ai pas encore d'éléments, tu vois, où je me dis ça, c'est sûr que c'est la prochaine étape. Tu vois, il y a des gens qui me disent ah, est-ce que vous voulez faire d'autres maisons des créateurs? Et je suis en mode je sais pas, mais il n'y a pas d'envie non plus. J'ai pas de certitude en fait, et ni de. Ouais, je sais pas encore. Si tu vois, un truc qui est hyper important pour moi, c'est j'ai une petite fille de 2 ans. C'est pas du tout le même type d'audace, mais j'ai envie de trouver un équilibre hyper fort pour pouvoir l'aider à grandir et être un bon entourage pour elle. C'est loin d'être la catastrophe, hein. Je passe du temps là à 20h pétantes, je vais la retrouver aussi et c'est hyper important pour moi. Je protège beaucoup mon temps, notamment après 18h. Donc c'était hyper important pour moi d'être là ce soir. Mais c'est important pour moi de passer ce temps-là avec elle. Et donc peut-être qu'un truc audacieux, c'est juste d'être tenace et courageux pour tenir l'importance de cet engagement de papa. Tu vois, ça n'a rien à voir avec l'audace que je ferais d'habitude, mais c'est vraiment important pour moi aussi cet équilibre-là, et j'ai envie d'être audacieux dans ma capacité à le tenir aussi. Mais ça ne fait pas rayonner ni. Non, mais c'est cool. C'est bien d'intégrer la vie parentale, on ne l'a pas toujours, et il y en a que ça saoule, et je l'entends, mais quand elle est là, ça fait partie du challenge aussi d'entrepreneur, et ouais. C'est cool. Et tu vois, trouver de l'audace aussi dans la vie personnelle. Là, par exemple, depuis 1 an ou 2, j'ai été hyper drivé par aussi des projets qui sont plus que je mettrais plus dans la case pro, même si tout est mêlé et on pourrait longtemps discuter du pro-perso. Mais c'est hyper important aussi de me dire qu'est-ce qui va m'exciter dans ma vie de couple, qu'est-ce qui va m'exciter dans ma vie de papa, qu'est-ce qui va m'exciter dans ma vie personnelle, et qu'est-ce que j'ai envie de mettre comme graine aussi là-dedans. Tu vois, pas l'oublier. Et voilà, c'est important. Merci. J'ai pas encore de prochaine étape où je me dis ça va être. On y va. Je t'ai presque fait bugger, je suis trop contente. Non, je réfléchis. Quelqu'un m'a demandé ça en ce moment, et en fait, je sens que j'ai bien la tête encore dans la maison des créateurs et c'est super positif. Donc voilà, continuez à mettre ça en place. Cool, merci. Que ce soit un outil aussi, ça c'est un truc qui m'anime beaucoup en ce moment. C'est pas un coup d'audace, mais c'est le rêve qui m'anime, c'est vraiment que ce soit un outil au service du monde, ce lieu qu'on construit, et que tous les gens qui ont envie d'oser, qui ont envie de rassembler, qui ont envie de mener quelque chose en présentiel, ça peut prendre plein de formes, puissent s'en servir comme un écrin un peu qu'on leur propose. Et c'est pas, tu vois, notre maison. C'est la maison des créateurs, de tous les gens qui ont envie de créer quelque chose de chouette pour le monde. Et ça peut se faire de plein de manières et de plein de sortes. Et c'est ça qu'on essaie de construire. Peut-être avec des choses matérielles dedans, tu vois, un sauna demain, des trucs, une voûte. Enfin, j'ai plein de trucs dans la tête sur ça. Il y a Hello qui avait des questions aussi. 2 questions. Tu as allumé ton micro, Hello? Tu viens quand à quand? Je n'ai pas encore la réponse, Elodie. Mais toi, tu y es quand? C'est ça que je te demanderais maintenant que tu es à Paris. Non, j'y suis quand tu veux. Non, je ne sais pas encore. Plus parce que l'emploi du temps a été bien chargé depuis quelques temps. Que l'occasion ne s'est pas encore créée. Mais ça pourrait être quelque chose en 2025. Pourquoi pas? J'ai pas de veto anti-camp, au contraire, ce serait un plaisir de venir, donc peut-être qu'on se croisera tous là-bas. Et c'est quoi la plus grosse merde que tu as publiée? Qu'est-ce que c'est la plus grosse merde que j'ai publiée? Mais avec style. Non, parce que le style vient après. Justement, il n'y a pas d'attente. Le but, c'est pas de publier chaque chose avec style, c'est justement d'accepter d'être nul. Donc, peut-être qu'on a mal nommé le titre du livre. Bon, non, c'était juste pour. Non, mais moi, parfois, je me le dis aussi. Je me dis ça. Bon, ça pourrait être encore plus clair, mais c'est pas grave. En vrai, j'en ai pas une en tête. Je dirais qu'il y a plein de trucs qui flopent, quoi. Franchement, moi, je cache pas. Je me rappelle d'une des premières vidéos de ma chaîne YouTube. Franchement, je vais vous la retrouver. Je crois que je l'ai mis en non répertorié maintenant. J'avais tenté un format, je faisais des analyses que j'aimais bien faire et tout, un peu esprit marketing mania, mais sur plein de sujets, sur l'entrepreneuriat, etc. Et je vais vous l'envoyer, ça c'est golden. Hein. Là, je vous lâche des trucs très, très golden. J'avais publié un truc qui s'appelait Tornade. Franchement, c'est honteux, mais ça va vous rassurer. Est-ce que je peux retrouver ça dans les trucs? Hello qui dit on va avoir du dossier. Alors là,
vous allez avoir des gros dossiers. Tornade, d'où viennent les idées? 222 vues. Hop, est-ce que je peux vous donner un lien? Elodie, ça se trouve, on va pas trouver ça si pire. Moi, je me souviens d'une fois où quelqu'un disait « Ah là là, j'ai fait une vidéo, je l'ai publiée, mais je me sentais pas bien et tout ça. » Et on s'attendait à un truc vraiment pas top. Et moi, j'ai regardé, j'étais bon, non, ça, enfin, il y a des fois aussi, on est dur avec soi. Regardez-moi ça. Donc là, c'est les premières vidéos de ma chaîne. La toute première, c'est une de celles qui a le plus marché, qui était celle de l'interview avec Bernard Werber, qui était incroyable. Et après, il y avait cette vidéo-là qui s'appelle « D'où viennent les idées ?» Et j'avais tenté un truc un peu genre ésotérique, où je racontais genre un truc un peu philosophique, où je racontais des choses, où je disais des trucs sur les idées. Mince. Et je vais vous mettre le lien sur le chat. Et franchement, c'est moisi. C'est archi moisi. Mais c'est pas grave. Voilà, ça c'était une bonne merde, Hello. Je vais le partager. Et tu l'as laissé sur ta chaîne? Non, je l'ai mis en non répertorié parce que c'était pas plutôt dans la même ligne édito, etc. Mais voilà, si vous allez voir après et rigoler un coup, bah, vous verrez une belle merde. Voilà. Ça désacralise les choses, c'est bien. Ouais, mais ouais, à fond, à fond. Allez voir les premières créations des gens que vous appréciez. Moi, j'étais allé voir à l'époque la première création de Seth Godin. Le premier article de blog, c'était il y a 20 ans, c'est à chier. Vous voyez qui c'est? Gary Vaynerchuk, c'est un entrepreneur qui est un peu dans le hustle, les trucs un peu. Et il y a genre 3-4 ans, au début de l'entrepreneuriat, j'aimais bien je regardais un petit peu ce qu'il faisait. Je suis allé voir sa première vidéo, c'était miteux. Il était en train de faire une dégustation de vin, et la vidéo était toute floue, c'était dégueulasse. Et ça rassure beaucoup de voir les premières créations des gens qu'on estime. Alors, ce que je trouve chouette, c'est ceux qui les laissent. T'en as plein qui suppriment complètement, mais je vois ça même au niveau de la créa, du dessin et tout ça. T'en as plein qui suppriment au fur et à mesure, ils montent de niveau. Montrer la progression, je trouve ça chouette aussi. T'as raison, je vais les remettre sur la chaîne. Ouais, mais tu dis que c'est pas la bonne ligne édito et tout ça, si ça fait pas sens, voilà, mais Ouais, il y avait des trucs chouettes. En fait, là, j'ai un petit regret de pas plus publier sur YouTube. En ce moment, je peux pas être partout, mais j'aimerais bien refaire des trucs. Je pense que les gens aimeraient bien en plus. Il faudrait que je me mette. Maybe 2025. Voilà, on peut pas être partout là. Je vais prendre un peu de repos aussi après. On vient de construire des tiny house et tout. C'est important de se reposer aussi parfois. Là, j'ai envie de prendre le temps de structurer les choses dans ma boîte. Je vous raconterai ça si vous voulez. J'ai envie de faire des mini-aventures en vidéo de comment je structure ma boîte aussi et de raconter tout ça publiquement dans les 3 prochains mois. Donc ça peut être chouette. ah, le teasing. Au moment où on doit te laisser, tu nous dis ça. Ouais, ça va être intéressant. Ok. Il est 20h. Est-ce que je peux abuser encore de 2 minutes, Kylian, pour laisser la possibilité à quelqu'un, s'il reste une question? Ça arrive de temps en temps qu'on me dise « Ah, c'était chouette, mais j'avais une question, j'ai pas osé » quasiment à chaque apéro visio. Donc là, je voudrais vraiment inciter les gens. Sentez-vous à l'aise. S'il y a une question là, c'est l'occasion. Personne ne se prononce? Avec plaisir, n'hésitez pas. Ok, eh bien, je vais rapidement, demain ou lundi, envoyer à tous le lien vers tout ce dont on a fait référence. Parce que souvent on me demande oui, le podcast et tout ça. Donc là, merci de nous avoir partagé aussi cette pépite de vidéo qui est en non répertoriée. C'est du gros dossier, hein. Attention. C'est génial. Merci de ta confiance. Même moi, je pense que je ne l'ai pas vu depuis au moins 3 ans. Je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Franchement, j'ai honte. Il y a Hello qui dit camp.fr si jamais pour les plus pressés. Ah, le lobbying de Hello. J'adore. Un grand merci à toutes de votre confiance, de venir à chaque fois et d'instaurer cette petite bulle où on peut recevoir notre invité. Kylian, un grand merci à toi. C'était un plaisir de te recevoir. C'était encore une fois très, très symbolique. Il y a Laetitia qui dit pas de question, mais merci beaucoup pour cette petite dose d'audace. J'espère que ça vous a inspiré. Moi, ça fait 3 ans que je vis du coup avec ce truc de 4 ans maintenant de quel est le petit truc que je peux faire, le petit pas qui va sortir un peu, qui va changer la donne. Je vous inviterai du coup dans le mail où je vous ai envoyé toutes les références, je vous inviterai à intégrer le groupe WhatsApp de la coquille graphique si ce n'est pas déjà fait et à partager du coup le petit truc que ça vous aura inspiré. Je sais que des fois, après les apérovisions, on me dit « Ah, ça m'a donné envie de faire ci, faire ça. » Et ben, voilà, on parlait d'entourage. L'idée, ça va être de se soutenir là-dessus. Et ce sera
et ce sera top. Kylian, j'ai envoyé les liens vers le village du créateur, vers tout ça. Je ne peux qu'encourager tout le monde à y passer un moment. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et n'hésitez pas à ouvrir vos micros si ça vous dit qu'on fasse un au revoir général. Ouais, un grand merci pour l'accueil. C'était super chouette de vous voir ce soir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Trop bien. Salut. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée. Salut. Au revoir. Au revoir. Ciao.